Le calme de la nuit parisienne semblait étrange, presque trop parfait. Les rues, habituellement animées par le bourdonnement des passants et des fiacres, étaient maintenant désertes, baignant dans une lumière tamisée, presque irréelle. L'air était frais, chargé de l'odeur des vieux immeubles de pierre et de l'humidité des ruelles. Hercule Poirot, assis à une table du Ritz, observait attentivement les ombres qui dansaient sur les murs. Il se sentait envahi par une étrange sensation de malaise, comme si un événement crucial allait se dérouler sous ses yeux. Il se leva, ajusta son costume avec une précision parfaite et se dirigea vers le hall. Au même moment, un cri perça, la nuit. Ce cri terrifiant, désespéré, semblait émaner du premier étage de l'hôtel. Poirot se figea. Il n'eut pas besoin d'autres indices pour savoir que l'assassinat était imminent. Il s'élança immédiatement vers les escaliers, ses pas résonnant dans le silence de l'hôtel. Lorsqu'il arriva, la scène qui s'offrit à lui était aussi choquante qu'inespérée. Le comte de Montclair, un aristocrate influent, gisait au pied de l'escalier, les yeux grands ouverts dans une expression figée de terreur. La lumière vacillante d'une lampe de table soulignait la blancheur de son visage et une fine trace rouge entourait son cou. Ce n'était pas une chute accidentelle. Non, c'était un meurtre. Et Poirot savait que sa soirée, déjà imprégnée de mystère, venait de prendre une tournure bien plus complexe. Le chef de la police, le commissaire Dubois, arriva précipitamment sur les lieux. Il échangea quelques mots avec les témoins, tout en examinant d'un œil distrait le corps du comte. Poirot, cependant, se pencha sur les détails qui échappèrent souvent aux autres. Il remarqua tout de suite que la position du corps était anormale, que la trace rouge autour du cou n'était pas simplement une marque de strangulation, mais une empreinte subtile d'un poison qui avait agi bien avant la chute. Un coup fatal, mais pas un coup physique, murmura Poirot pour lui-même. Les témoins se pressaient autour du comte, chacun apportant sa propre version des événements. La comtesse de Montclair, une femme élégante mais visiblement perturbée, s'effondra, en larmes, tandis que le docteur Lefebvre, le médecin de famille, essayait de garder son calme. Ils semblaient tous sincèrement bouleversés, mais Poirot savait qu'en matière d'enquête, les apparences ne trompèrent jamais. Poirot observa les yeux du commissaire Dubois. Ce dernier, bien qu'expérimenté, semblait perdu devant la situation. « Mon ami, il vous faudra de l'aide pour comprendre cela », dit Poirot d'une voix douce mais déterminée. Dubois le regarda, hésitant. L'invitation de Poirot à se joindre à l'enquête fut bien sûr acceptée. La réputation de l'inspecteur belge n'était plus à faire, et cette affaire semblait bien au-delà des capacités de la police locale. Poirot s'approcha du corps, sans toucher à quoi que ce soit, mais en étudiant minutieusement les éléments de la scène. Tout d'abord, il se pencha sur le regard glacé du comte. Puis, il scruta l'escalier, les murs, le mobilier autour de lui. Chaque détail comptait. Après quelques instants de silence, Poirot se tourna vers le commissaire. Ce crime a été préparé avec soin, mais il est encore trop tôt pour comprendre tout ce qui a conduit à cette tragédie. Le détective se rendit ensuite dans le bureau, privé du comte, un espace raffiné qui témoigne d'une vie de luxe et de privilèges. Là, parmi les papiers éparpillés, il trouva des documents qui semblaient être la clé du mystère. Des lettres d'affaires, des contrats douteux et des références à un groupe mystérieux, les Aigles Noirs. Ces indices commençaient à s'entrelacer, formant lentement un tableau complexe. Poirot savait qu'il devait faire vite. Si les Aigles Noirs étaient impliqués, cette affaire pourrait s'avérer bien plus dangereuse qu'il n'y paraissait.
Le premier chapitre de l'enquête était terminé, mais le véritable mystère venait juste de commencer. Le matin suivant, Poirot se retrouva dans la salle de conférence de l'hôtel, entouré des témoins clés. Le commissaire Dubois, visiblement perturbé par les circonstances, le regardait avec une certaine appréhension. L'enquête avait débuté dans un contexte de confusion, et chaque pièce du puzzle semblait plus compliquée à assembler. Poirot, avec sa méthode implacable et son esprit acéré, savait qu'il devait séparer les faits des illusions. La comtesse de Montclair, bien que toujours sous le choc, accepta de parler. Ses mains tremblaient alors qu'elle récitait des faits qui, sur le moment, semblaient innocents. Mon mari avait été nerveux ces derniers temps. Il se battait pour conserver l'influence de notre nom. Il était souvent en contact avec des gens peu recommandables. Ces mots résonnaient dans la pièce. Le comte, un homme de pouvoir, avait eu des ennemis, cela était évident. Mais la véritable question était, qui parmi ses ennemis avait les ressources et la motivation pour commettre un tel meurtre? Poirot écouta attentivement, sans interrompre. Il savait que dans chaque mot, chaque silence, se cachait un indice. « Et votre mari, madame, avait-il des ennemis personnels » demanda-t-il doucement, sa voix calme, mais autoritaire. La comtesse parut hésiter, mais la douleur dans ses yeux trahissait quelque chose. Oui, il avait des dettes, d'anciennes dettes, mais il avait aussi fait des ennemis parmi ses associés, surtout dans le milieu des affaires. Le médecin de famille, le docteur Lefebvre, semblait nerveux. Ses mains se figeaient souvent sur son dossier, et ses réponses étaient plus vagues que celles de la comtesse. « Je suis un simple médecin, monsieur Poirot. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Je suis un homme de science, pas un criminel. » Pourtant, Poirot n'était pas dupe. L'esprit du docteur Lefebvre semblait dissimuler quelque chose de plus sinistre. Poirot se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il observa les rues de Paris, les petites ruelles pavées, comme si la ville elle-même détenait une clé. Les affaires d'argent et de pouvoir peuvent rendre les gens désespérés. Mais ce meurtre, monsieur, est bien plus subtil. Le poison, cette marque autour du cou, ce n'est pas le coup de la victime qui a tué, c'est le poison. Un poison lent et minutieusement administré. Il se tourna alors vers les autres. Mes amis, nous devons maintenant regarder au-delà des apparences et nous concentrer sur les véritables motivations. Ce n'est pas un simple crime passionnel. Non, c'est bien plus complexe. La vérité réside dans ce que l'on cache, et non dans ce que l'on révèle. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit léger de la pluie frappant contre les fenêtres du Ritz. Poirot, toujours en pleine réflexion, observait attentivement les témoins. Ils étaient tous assis devant lui, chacun dans une position qui trahissait une forme de malaise, comme si la tension de l'enquête se répercutait sur chacun d'eux. Le commissaire Dubois, avec son visage fatigué, sembla chercher des réponses dans les visages des témoins. Poirot, quant à lui, ne se fiait pas aux expressions extérieures, mais à la manière dont les mots étaient dits, aux hésitations et au silence qui en disaient parfois plus que les paroles elles-mêmes. Il invita chacun des témoins à se présenter à tour de rôle, en commençant par les domestiques qui avaient assisté à la scène du crime. Madame Rousseau, une gouvernante âgée, parla la première. « Je n'ai rien vu, monsieur Poirot. Rien, du tout. Je suis venu dans le hall lorsque j'ai entendu le cri, et j'ai trouvé le comte allongé au pied des escaliers. Il semblait déjà mort. » Elle tremblait en parlant, comme si la scène qu'elle avait vécue était encore trop fraîche dans son esprit. Poirot nota son apparente honnêteté mais aussi sa nervosité. Son témoignage était trop simple, trop limpide pour être entièrement vrai. Quelque chose dans son regard lui semblait trop fermé, comme si elle cherchait à masquer une vérité plus dérangeante. Le deuxième témoin fut un jeune valet, Monsieur Delacroix. Il paraissait embarrassé.
mais il avait l'air sincère. J'étais dans la cuisine, monsieur Poirot, lorsque j'ai entendu des bruits dans le hall. Je suis sorti précipitamment et c'est là que j'ai vu le comte. Je n'ai rien vu de suspect avant ça. Je jure que je n'ai rien entendu de particulier. Rien. Son récit était cohérent, mais Poirot ne pouvait s'empêcher de remarquer une légère incohérence dans la manière dont il racontait sa version des événements. Un détail le troublait. Pourquoi M. Delacroix n'avait-il pas entendu les pas de la victime s'il se trouvait à proximité immédiate? Poirot fit un geste distrait pour les faire taire, tout en analysant mentalement chaque mot, chaque micro-expression. Le dernier témoin à prendre la parole fut mademoiselle Chantal, une jeune femme élégante et visiblement en état de choc. Sa beauté contrastait avec la gravité de la situation, mais ce n'était pas cette apparence frappante qui capturait l'attention du détective. C'était la tension qui émanait d'elle, une gêne palpable qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. « Je suis la compagne du comte, monsieur Poirot », dit-elle en évitant le regard du détective. « Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé, je vous le jure. Le comte et moi, nous avions eu une dispute quelques heures avant, mais je n'aurais jamais voulu... » Sa voix se brisa sur ces mots, comme si elle n'arrivait plus à supporter le poids de la culpabilité qui semblait peser sur elle. Poirot se pencha légèrement en avant, captivé par son trouble, et il nota, mentalement, un détail. Elle avait mentionné la dispute sans qu'on ne lui en parle. Pourquoi cela, à moins qu'elle n'ait voulu se disculper par avance? Le détective attendit que tous les témoins se retirent, avant de s'entretenir à nouveau avec Dubois. Il n'avait pas encore assez d'informations pour tirer des conclusions, mais il sentait que chaque geste, chaque mot de ces témoins cachait une vérité qu'il devait déterrer avec patience et précision. Mon ami, il est évident que chacun de ces témoins possède une part de la vérité. Mais c'est en analysant ce qu'ils ne disent pas qu'on pourra découvrir ce qui s'est réellement passé. Poirot regarda intensément le commissaire. L'affaire semble simple, mais elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Le commissaire hocha la tête. Mais comment allons-nous démêler tout ça, Poirot? Chaque homme et chaque femme ici présent a un secret, un détail qu'ils dissimulent inconsciemment. C'est là qu'il faut chercher dans leurs gestes, dans leurs yeux, dans leur silence. L'indice le plus précieux ne réside pas dans ce qu'ils racontent, mais dans ce qu'ils ne veulent pas dire. Poirot se rendit, avec le commissaire Dubois, dans le bureau privé du comte de Montclair, lieu où la richesse de l'aristocrate se mêlait aux traces de son passé tumultueux. Une bibliothèque remplie de livres rares, des papiers éparpillés sur un bureau massif, des documents en désordre, tout était là pour témoigner d'une vie d'affaires chaotique et d'ambition dévorante. Le détective prit soin de fouiller chaque recoin, chaque tiroir. Il n'y avait pas de place pour l'approximation. Il tourna lentement la clé d'un vieux coffre-fort, dont la serrure semblait avoir été usée par le temps. À l'intérieur, des documents notariés, des contrats financiers et une série de lettres, dont une particulièrement intrigante. Elle était datée de plusieurs mois auparavant et adressée à une société secrète, les Aigles Noirs, une organisation dont les membres étaient connus pour leurs pratiques de manipulation et d'intimidation dans le milieu des affaires. Cette lettre faisait mention d'un projet d'acquisition d'une grande fortune, ainsi que d'une solution radicale à un problème qui semblait concerner le comte de Montclair. Poirot lut le contenu avec attention. Il était clair que le comte était impliqué dans des transactions suspectes, des accords secrets qui impliquaient des figures de pouvoir bien plus influentes qu'il n'en avait laissé paraître. Un dernier passage de la lettre attira particulièrement son attention. « Nous devons agir rapidement avant que Montclair ne perde tout, à moins qu'il ne soit éliminé. » Poirot tourna la lettre dans ses mains avec une froide détermination. Le comte de Montclair avait non seulement des ennemis dans le monde des affaires, mais aussi parmi ses proches. « Cela commence à devenir clair, » murmura Poirot. « Ce meurtre n'est pas seulement un acte de vengeance. C'est une affaire bien plus vaste, un complot où l'argent et le pouvoir se croisent dans une danse mortelle. » Poirot se tourna alors vers Dubois.
Nous devons maintenant interroger ceux qui étaient en contact avec le comte ces derniers jours. Ceux qui savaient qu'il était en train de perdre son emprise sur sa fortune et sur son avenir. Ce n'est pas un meurtre passionnel, mais un acte calculé. Dans les jours suivants, Poirot se concentra sur l'entourage immédiat du comte, cherchant à comprendre qui aurait eu un intérêt à le voir disparaître. La liste des suspects s'allongeait à mesure que de nouvelles informations émergeaient. Chantal, la maîtresse du comte, semblait elle-même être une clé importante dans cette affaire. Son rôle dans l'intrigue devenait plus évident, mais elle semblait aussi dévouée à dissimuler une vérité plus sombre. Poirot se rendit au domicile de la jeune femme, une petite maison discrète à l'extérieur de Paris. Lorsqu'elle l'accueillit, elle semblait nerveuse, fuyant le regard du détective. Mais Poirot, avec son regard pénétrant et sa capacité à déceler la moindre anomalie, savait qu'il y avait plus qu'il ne laissait paraître. « Vous m'avez caché quelque chose, mademoiselle Chantal, » dit-il d'une voix calme. « Je vois, dans vos yeux, la peur de la vérité, mais aussi la peur des conséquences. » Elle se mordit les lèvres, hésitant. « Vous avez raison, monsieur Poirot. J'ai menti. J'étais amoureuse du comte, mais j'ai aussi découvert des choses que je n'aurais jamais dû voir. Des documents qui compromettaient sa vie. Il était lié à des gens dangereux, et je savais qu'il risquait sa vie s'il poursuivait ses affaires. » Poirot l'observa attentivement, attentif à chaque mot. « Et ces gens, mademoiselle, qui sont-ils » Elle baissa la tête, les larmes roulant sur ses joues. Les aigles noirs. Ils l'ont menacé. Ils l'ont manipulé. Et quand il a décidé de tout abandonner, ils ont décidé qu'il devait mourir. La vérité commençait à émerger lentement, mais elle était encore loin d'être entière. Le mot-clé, cette société secrète, faisait écho dans l'esprit de Poirot. Il savait que la résolution de ce mystère nécessiterait de dévoiler les membres de cette organisation et leurs véritables intentions. Mais pour l'instant, il avait un suspect en tête. L'interrogatoire de mademoiselle Chantal marqua un tournant décisif dans l'enquête. Les Aigles Noirs, ce groupe énigmatique, devenait une pièce centrale dans le puzzle complexe du meurtre du comte de Montclair. Poirot savait que les associations du comte avec cette organisation secrète n'étaient pas seulement liées à des transactions douteuses, mais aussi à une sorte de double jeu, où les victimes étaient celles qui en savaient trop. Cette société mystérieuse, avec son pouvoir occulte et ses méthodes brutales, semblait être la clé du mystère. Mais pour y pénétrer, Poirot devait démêler les fils de l'histoire du comte et comprendre comment il s'était retrouvé, pris dans ses griffes. Il poursuivit son investigation avec une attention minutieuse, s'efforçant de retracer les relations du comte. Ses recherches dans les archives et les lettres confidentielles révélèrent des alliances secrètes, des contacts à la fois légaux et illégaux, et une dette qui se chiffrant en millions. La pression financière qui pesait sur le comte de Montclair, couplée à ses ambitions démesurées, expliquait en grande partie sa chute dans les griffes des Aigles Noirs. Mais l'hypothèse de Poirot ne s'arrêtait pas là. Il fallait maintenant déterminer comment ces informations avaient été transmises, et qui, dans l'entourage du comte, était capable de l'influencer ou de le manipuler pour amener à sa perte. Il se rendit à la bibliothèque de l'hôtel, un espace vaste et solennel, où de nombreux livres anciens et précieux reposaient sur les étagères. Là, il se plongea dans les dossiers des membres connus de cette société secrète. Une trace émergea. L'un des associés du comte, un certain Charles Verdier, un avocat influent et respecté dans les cercles d'affaires, était suspecté d'avoir des liens avec cette organisation. Verdier avait toujours cultivé une image irréprochable. Mais les recherches de Poirot le conduisirent à une révélation choquante. Le nom de Verdier figurait sur plusieurs documents relatifs aux Aigles Noirs, ce qui signifiait qu'il jouait un rôle de soutien dans leurs opérations. Poirot appela le commissaire Dubois. « Il est temps de parler à monsieur Verdier », déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. « Il saura certainement nous éclairer sur les dernières intrigues du comte de Montclair. Le rendez-vous avec monsieur Charles Verdier
se déroula dans son bureau luxueux, situé dans un quartier chic de Paris. L'avocat accueillit Poirot et Dubois avec une politesse glaciale. Son regard intelligent, presque trop tranquille, était marqué par une froideur qui fit immédiatement suspecter Poirot. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux lorsque Poirot lui parla de l'assassinat du comte de Montclair. Au contraire, il semblait presque trop préparé, comme si cet événement ne l'affectait pas le moins du monde. « Je ne vois pas en quoi mes affaires personnelles pourraient vous intéresser, monsieur Poirot, » dit Verdier en souriant poliment, tout en ajustant ses lunettes avec un geste calculé. Je ne connaissais le comte que dans un cadre strictement professionnel. J'ignore pourquoi il aurait pu avoir des ennemis, ou pourquoi il aurait été tué. Poirot observait attentivement chaque geste, chaque inflexion de voix. Les mots de Verdier étaient choisis avec une telle précision qu'il semblait n'avoir aucune substance derrière eux. « Vous avez, monsieur Verdier, des relations avec les Aigles Noirs, n'est-ce pas ?» demanda Poirot en plongeant directement dans le vif du sujet. Le sourire de l'avocat se figea légèrement, mais il conserva sa tranquillité. « Je vous assure que vous faites erreur, monsieur Poirot. Cette organisation n'a rien à voir avec moi. » Mais ses yeux, bien que calmes en apparence, trahirent un léger malaise, et Poirot le remarqua immédiatement. « Vous mentiez ?» dit Poirot d'une voix basse, presque chuchotée. « Et je sais pourquoi. Parce que dans vos affaires, monsieur Verdier, vous vous êtes retrouvé pris dans une toile d'intrigues où vous n'aviez plus aucune issue. Vous avez servi d'intermédiaire entre le comte et des individus bien plus puissants que vous. Ceux qui ont orchestré sa chute. » Verdier resta silencieux un moment, son regard fuyant. Puis il se leva lentement de son bureau, se dirigeant vers une petite étagère où il attrapa un dossier poussiéreux. « J'étais l'avocat du comte. Oui, c'est vrai. Mais vous devez comprendre, Poirot, qu'un homme comme lui, pris dans un tourbillon financier, est toujours en danger. Il a fait des erreurs. Il a cherché à se sortir du piège, mais trop tard. Trop tard, vous savez. » Poirot se leva à son tour, avançant lentement vers Verdier. « Et vous avez agi en tant que médiateur, vous pensiez sauver sa peau? Mais vous avez été manipulé, n'est-ce pas ?» Poirot scruta l'homme avec intensité. « Vous avez agi sous la pression de menaces, je suppose. Le comte de Montclair était en train de se retirer des affaires des Aigles Noirs, ce qui a provoqué leur colère. Ils ont exigé des garanties, des informations, ou pire encore. Vous étiez leur instrument pour les maintenir dans l'ombre, n'est-ce pas ?» Verdier se tourna brusquement, visiblement acculé. « Je n'avais pas le choix. Mais vous ne comprenez pas, Poirot. C'est bien plus compliqué que cela. Le comte, il voulait partir. Il voulait tout effacer. Il savait qu'il viendrait après lui. Mais vous avez raison. J'ai agi comme leur complice. Je les ai aidés à le surveiller, à le forcer à signer des papiers qu'il ne voulait pas. » Poirot fit un pas en arrière, se tenant droit, son visage inexpressif. « Et c'est ainsi que vous êtes devenu leur complice, monsieur Verdier. Vous avez vendu votre âme pour sauver la vôtre, pensant qu'un accord avec eux vous protégerait. » Il secoua la tête légèrement. « Vous avez sous-estimé leur détermination. Leur vengeance est bien plus meurtrière que vos trahisons. » Le temps pressait. Poirot avait désormais les preuves que les Aigles Noirs avaient bel et bien joué un rôle clé dans l'assassinat du comte de Montclair. Mais le véritable coup fatal, ce n'était pas simplement la prise d'une vie, c'était la prise de contrôle sur une fortune colossale, la manipulation des hommes et des femmes dans l'ombre, leur capacité à briser les volontés et à dissimuler leurs crimes derrière un masque d'impunité. Poirot, plus déterminé que jamais, savait que pour arrêter cette organisation, il fallait démanteler leur réseau. Il commença à suivre la piste laissée par Verdier, croisant les noms et les indices qui se recoupaient de plus en plus souvent. Il comprenait désormais que derrière la façade respectabilité des Aigles Noirs se cachait une organisation criminelle de grande envergure opérant sur tous les fronts, financier, politique, social. Ils étaient un partout, et leur influence allait bien au-delà du meurtre du comte.
Mais Poirot n'était pas un homme qui cédait à la peur. Chaque élément qu'il découvrait le rapprochait un peu plus de la vérité. La clé de cette affaire était désormais à portée de main. Mais qui parmi ceux qu'il avait interrogés était prêt à trahir l'organisation et à faire tomber ses membres? Et qui parmi ses alliés secrets serait capable de jouer un double jeu pour protéger ses intérêts? Le mystère, bien qu'éclairé par une lumière plus vive, ne faisait que commencer. Poirot savait qu'il devait aller jusqu'au bout, quitte à risquer sa propre sécurité, car une fois que la vérité serait révélée, tout le monde serait exposé à la lumière crue des révélations. Les jours suivants furent marqués par une intense frénésie de découverte, mais aussi de confusion. Poirot s'était plongé dans les méandres du réseau des aigles noirs, traquant les pièces du puzzle avec une précision chirurgicale. Pourtant, l'affaire devenait de plus en plus obscure à mesure qu'il dénouait les fils qui reliaient les membres de cette organisation secrète. Chaque indice en amène un autre, et à chaque pas, l'étrangeté de la situation s'approfondissait. Poirot se sentait comme un entomologiste scrutant minutieusement une toile d'araignée dont les mailles étaient invisibles à l'œil nu. Le détective se rendit à plusieurs reprises chez Verdier, qui, bien que désormais sous pression, continuait à minimiser son rôle dans les événements. Toutefois, une idée germait lentement dans l'esprit de Poirot. Il se rendit vite compte que Verdier, malgré ses tentatives de se dérober à toute implication, connaissait bien plus de choses qu'il ne voulait le laisser entendre. Le piège se refermait peu à peu sur lui, et sous l'interrogatoire serré de Poirot, l'avocat commença à faiblir, révélant enfin une information cruciale. Un certain hôtelier, M. Bellecour, avait des liens avec les Aigles Noirs. Cet homme, dont la réputation était irréprochable, semblait être le véritable maître des opérations de la société secrète. Bellecour n'était pas seulement un simple commerçant. Il était, selon les mots de Verdier, un facilitateur, un homme capable de dissimuler les transactions douteuses sous des couches de respectabilité. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ?» demanda Poirot, son ton ferme mais mesuré. « Vous avez l'air de penser que vous pouviez échapper à la vérité. Mais croyez-moi, monsieur Verdier, toute vérité finit par se faire jour. » Verdier, pris de court, baissa les yeux. « Je ne pouvais pas vous dire cela. Bellecour est un homme dangereux, Poirot. Il a ses propres méthodes pour éliminer ceux qui en savent trop. » Poirot le regarda intensément. « Et vous, monsieur Verdier, qu'avez-vous à perdre à cet instant? Votre propre sécurité? Ou peut-être la promesse d'une protection par l'un de vos alliés ?» Verdier se tourna alors vers le détective, visiblement épuisé par l'angoisse. « Je suis un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est Bellecour qui m'a entraîné dans cette affaire. Il m'a menacé, il a fait pression sur moi pour que je continue à manipuler le comte. Mais je n'ai jamais voulu qu'il meure. Ce n'était pas prévu. Ce n'était jamais prévu. » Poirot hocha lentement la tête. Il savait que Verdier ne dirait rien de plus tant que la pression ne serait pas plus forte. Mais une chose était claire. Si le comte de Montclair avait été la victime d'un complot bien orchestré, ce n'était pas le comte qui en avait tiré les ficelles. Un autre joueur, plus puissant et plus rusé, restait dans l'ombre. Et cette ombre avait un nom. Monsieur Bellecour-Poirot se rendit au café du quartier où Bellecour était connu pour se rendre à la même heure chaque après-midi. Il avait pris soin de se déguiser en simple bourgeois, pour ne pas attirer l'attention de l'hôtelier. Le café était petit, au décor rustique, mais il regorgeait de personnes dont le comportement semblait étrangement calculé. Cela n'échappa pas à l'œil observateur de Poirot. Il s'installa à une table reculée et attendit, scrutant chaque visage, chaque mouvement. À l'heure prévue, Bellecour entra dans le café. L'homme dégageait une prestance tranquille, mais il y avait quelque chose dans sa manière de marcher, une fluidité qui semblait trop mesurée pour être naturelle. Il s'assit à une table, seul, et commanda un café noir. Poirot, tout en l'observant, nota la manière dont Bellecour inspectait discrètement les autres clients avant de poser son regard sur un journal. Il se leva lentement, s'approcha de l'hôtelier
et avec la politesse et le calme qui le caractérisaient, il engagea la conversation. « Monsieur Bellecour, je suppose? Poirot, détective. Je m'intéresse à certaines affaires qui vous concernent. » Bellecour leva les yeux, et pendant un instant, son regard se fit plus intense. Mais il se ressaisit rapidement et sourit. « Un détective? Bien sûr. Que puis-je pour vous, monsieur? Je cherche à comprendre certains événements récents, notamment la mort du comte de Montclair. Vous voyez, il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs concernant vos liens avec lui et avec d'autres personnes. » Poirot insista sur le dernier mot sans jamais quitter Bellecour des yeux. Le sourire de Bellecour disparut presque instantanément, mais il garda son calme. « Vous êtes bien informé, monsieur Poirot. J'ai connu le comte, c'est tout. Nous avons fait affaire ensemble. Mais vous devez comprendre que cette histoire ne vous concerne pas. Il faut savoir rester dans son rôle. » Poirot se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants d'une lueur de compréhension. « Oh, je comprends parfaitement, monsieur Bellecour. Mais ce que vous ne semblez pas saisir, c'est que l'affaire du comte est bien plus vaste qu'une simple transaction commerciale. Elle implique des vies, des mensonges et probablement des meurtres. Vous êtes au cœur de cette histoire, n'est-ce pas? » Bellecour s'était redressé et pour la première fois, il montra un signe de nervosité. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Poirot. Vous devriez peut-être vous concentrer sur vos enquêtes et laisser les affaires des hommes respectables. » « Aux hommes respectables ?» Poirot sourit avec une douceur calculée. « C'est bien ce que je fais, monsieur Bellecour. Mais je crois que vous allez bientôt découvrir que vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez. » En sortant du café, Poirot sentit un frémissement dans l'air, une sensation de danger imminent. Il était désormais certain que Bellecour savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien avouer. Il fallait agir rapidement, avant que l'homme ne disparaisse à nouveau dans l'ombre. Mais le détective savait qu'il tenait une corde essentielle, une corde qui le mènerait à la vérité finale. La dernière pièce du puzzle commençait à se mettre en place. La porte s'ouvrit lentement, et M. Bellecour entra dans la pièce avec l'air solennel d'un homme qui se croit à l'abri de toute accusation. Pourtant, dès qu'il croisa le regard pénétrant de Poirot, une nervosité perceptible se manifesta sur son visage. Le détective, toujours aussi calme et implacable, se leva et d'un geste précis, l'invita à prendre place. L'atmosphère dans la pièce était lourde, comme suspendue dans l'attente du dénouement. « Merci d'être venu, monsieur Bellecour. Vous êtes un homme de grande influence, comme je l'ai appris. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir si cette influence peut vous protéger contre la vérité. » Poirot parla avec une fermeté tranquille, une voix douce mais assurée. Bellecour jeta un regard furtif à Dubois, qui se tenait en retrait, puis fixa de nouveau Poirot. « Vous avez une drôle de manière de mener les choses, Poirot. Mais je ne vais pas me laisser intimider. Je vous répète que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comte de Montclair et moi n'étions que partenaires dans des affaires légales. » Poirot esquissa un sourire, mais ses yeux restaient aussi perçants que ceux d'un faucon guettant sa proie. « Tout est dans le détail, monsieur. Et les détails, voyez-vous, mènent toujours à la vérité. » Il prit une petite enveloppe de cuir, la posa sur la table et la fit glisser lentement vers Bellecour. « Voici des documents que nous avons obtenus grâce à des témoins fiables. Ils montrent que vous avez facilité plusieurs transactions illégales pour le comte, transactions qui, sans doute, étaient liées à des pratiques bien plus sombres que ce que vous voulez bien admettre. » Bellecour prit l'enveloppe mais ses mains tremblaient légèrement. Il la posa sur la table sans l'ouvrir, un signe évident de malaise. Poirot attendit quelques secondes, puis reprit avec calme comme s'il récitait une vérité implacable. « Ces documents, monsieur Bellecour, montrent aussi que vous étiez le maillon faible dans ce réseau complexe. Vous étiez l'homme par qui passait les informations sensibles, celui qui permettait aux aigles noirs de continuer leur travail en toute discrétion.
Mais plus important encore, vous étiez l'homme qui a manipulé le comte pour qu'il signe des documents qui l'ont condamné à mort. L'hôtelier tenta de garder son calme, mais son visage s'était durci, et sa posture avait changé. « Vous ne pouvez pas prouver cela, » dit-il d'une voix sourde. « Il n'y a rien contre moi. Rien. » Poirot se leva lentement, se dirigea vers une autre table où il avait disposé une série de photos. « Ces photos, par exemple, » dit-il en désignant les images. « Elles montrent votre rencontre secrète avec le comte à l'hôtel, quelques heures avant sa mort. Vous lui avez dit que tout allait bien, que ses affaires étaient en ordre, mais vous saviez qu'il avait déjà signé sa condamnation. » Poirot marqua une pause avant de continuer. « Et puis il y a ce document, celui qui a été retrouvé sur la scène du crime. Vous avez, en effet, mené un dernier coup d'État contre lui. Il s'est rendu, il a signé. Mais c'était déjà trop tard. » Bellecour se leva brusquement, renversant sa chaise en arrière. « Vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien à cette situation. » Il fit un pas en arrière, comme s'il voulait fuir, mais Poirot, toujours aussi implacable, ne bougea pas d'un centimètre. Son regard était tel un piège invisible, d'une précision redoutable. « Voyez-vous, monsieur Bellecour, la vérité a un moyen bien particulier de se frayer un chemin à travers les ombres. Vous avez pris part à cette machination, certes, mais ce n'est pas simplement votre intérêt personnel qui vous a motivé. Non, il y a une autre force à l'œuvre ici, une force qui vous a manipulé tout autant que vous avez manipulé le comte. » Poirot se rapprocha de lui, le fixant droit dans les yeux. « Les aigles noirs ne pardonnent pas la faiblesse. Et vous, monsieur Bellecour, vous êtes faible. Vous pensiez qu'en jouant sur tous les tableaux, vous pourriez vous échapper, mais en réalité, vous vous êtes pris à votre propre piège. » Bellecour, tremblant de colère et de frustration, lâcha un éclat de rire nerveux. « Vous êtes un homme très dangereux, Poirot. Vous croyez tout savoir, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » Poirot resta silencieux un instant puis répondit calmement. « Je ne suis qu'un homme qui cherche la vérité. Mais vous avez raison sur un point, monsieur Bellecour. Ce jeu est bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Et vous avez perdu. » Poirot avait raison. En quelques heures seulement, les pièces du puzzle avaient commencé à se mettre en place. La confrontation avec Bellecour avait fait tomber le masque de l'hôtelier, mais ce dernier ne faisait que représenter une face de la véritable organisation derrière l'assassinat du comte de Montclair. Ce qui restait à découvrir, cependant, c'était l'ampleur exacte de la conspiration, les noms des hommes et des femmes qui tirèrent les ficelles dans l'ombre. Le détective savait que Bellecour ne serait pas l'unique responsable. Derrière, lui, il y avait des figures encore plus puissantes, peut-être des politiciens ou des industriels de renom, qui avaient eux aussi un intérêt à voir le comte éliminé. Poirot se concentrait désormais sur la prochaine étape, démanteler ce réseau et exposer ses membres au grand jour. Avec l'aide de Dubois, Poirot lança des perquisitions dans plusieurs appartements et propriétés liés à Bellecour et à d'autres suspects, tout en surveillant discrètement les mouvements de l'hôtelier. Les découvertes suivantes confirmèrent ses craintes. Les Aigles Noirs étaient bien plus qu'une simple organisation criminelle. Ils avaient des connexions dans presque toutes les sphères du pouvoir. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de vengeance, c'était une question de contrôle. L'étau se resserrait, mais Poirot savait que chaque révélation apportait avec elle de nouveaux dangers. Il n'était pas seul dans cette course pour découvrir la vérité, et ceux qui en avaient le plus à perdre étaient désormais prêts à tout pour éviter que leur secret ne soit dévoilé. Les jours suivants furent marqués par une série de découvertes stupéfiantes. Poirot, déterminé à aller au fond de l'affaire, continua d'explorer les liens complexes entre Bellecour et les autres membres de l'organisation des Aigles Noirs. Chaque enquête, chaque indice, semblait révéler de nouvelles ramifications du réseau et chaque révélation mettait en lumière l'ampleur du complot.
Poirot savait que la partie la plus dangereuse de l'affaire était sur le point de commencer. L'un des plus grands obstacles résidait dans le fait que les Aigles Noirs n'étaient là pas une organisation en dehors des lois. Non, ils étaient bien ancrés dans les structures mêmes du pouvoir, avec des alliés dans les plus hautes sphères politiques et économiques du pays. Les preuves qu'il avait récoltées ne suffisaient pas encore à démanteler cette organisation. Il lui fallait des témoignages, des confessions, des noms. Un soir, Poirot reçut un appel de Dubois, son fidèle allié au commissariat. « Vous avez raison, Poirot, nous avons trouvé quelque chose d'important », annonça-t-il avec une note d'urgence dans la voix. Il semble que l'un des membres du gouvernement ait des liens directs avec Bellecour et les Aigles Noirs. Nous avons intercepté une communication cryptée. Les indices pointent vers un homme influent, le ministre de la Justice, M. Fournier. Poirot posa le téléphone avec calme, un léger sourire en coin. Ah, M. Fournier, un homme au pouvoir considérable. Voilà un nom que je n'avais pas encore envisagé. Nous allons devoir en savoir plus sur cet homme. Le détective comprit que l'affaire était en train de se transformer en un jeu de patience et de stratégie. Il savait que les autorités seraient sur leur garde et que toute tentative de faire éclater la vérité risquait de se heurter à de puissantes protections. Mais avec les preuves qu'il avait, Poirot savait qu'il n'était pas loin d'eux. La vérité. Le lendemain, il se rendit à nouveau chez Verdier, l'avocat, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations. Mais à sa grande surprise, Verdier, d'habitude si réservé, semblait plus détendu qu'il ne l'avait été auparavant. « Il faut que vous sachiez, Poirot, que certains noms sont mieux laissés dans l'ombre, dit-il d'une voix basse, presque comme une confession. Monsieur Fournier, il a toujours été l'homme de l'ombre. Ce que vous ignorez, c'est qu'il est le cerveau de l'opération. Bellecour n'était qu'un intermédiaire, mais le véritable pouvoir réside en lui. Il a des alliés dans presque toutes les institutions importantes du pays. » Poirot écouta attentivement, ses yeux se brillant d'une lueur de compréhension. Alors, il s'agirait de M. Fournier qui a orchestré la chute du comte de Montclair, et pas seulement pour des raisons financières. Cela semble plus complexe, Verdier. L'avocat hocha la tête, l'air grave. Il y a quelque chose d'encore plus sinistre à l'œuvre ici, Poirot. Fournier a des ambitions qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il veut prendre le contrôle de tout, et pour cela, il n'hésite à se débarrasser de ceux qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Poirot acquiesça lentement. « Vous faites bien de m'en parler, Verdier. Mais il faudra plus que des soupçons pour faire tomber cet homme. Je vais devoir tout rassembler, chaque pièce du puzzle, pour prouver ce que vous avancez. » Poirot savait qu'il devait agir rapidement. Fournier était un homme extrêmement puissant et rusé. En tant que ministre de la Justice, il jouissait d'une influence incontestable et pouvait facilement manipuler les événements à son avantage. L'idée de l'appréhender directement semblait risquée, car tout accusateur pourrait se retrouver subitement dans une position de vulnérabilité. Pourtant, Poirot n'était pas du genre à se laisser intimider. Il élabora un plan minutieux avec l'aide de Dubois et de quelques sources de confiance dans le monde politique. Ils allèrent chercher des informations sur le ministre, ses liens financiers, ses entreprises et même ses contacts à l'étranger. Mais plus ils fouillaient, plus ils se rendirent compte que Fournier avait tout soigneusement dissimulé. Chaque preuve qu'ils pensaient découvrir semblait se fondre dans le néant, comme un mirage. Poirot ne se laissa pas décourager. « Il est comme un iceberg, Dubois, dit-il un soir, alors qu'ils débriefèrent des informations. Ce que nous voyons, à la surface, n'est qu'une petite fraction de ce qui se cache dessous. Nous devons percer à jour ce qui est dissimulé dans les profondeurs. » Le détective redoubla d'efforts et, avec l'aide de ses contacts, réussit à obtenir une entrée dans le cercle privé de Fournier. Ce dernier, occupé par ses propres affaires politiques, ne se doutait pas qu'il était désormais dans le viseur de l'investigation de Poirot. Il fallait maintenant, cependant, mettre en place la ruse parfaite pour obtenir un aveu. Poirot savait que le ministre avait des faiblesses,
des faiblesses qu'il pourrait exploiter. Il décida de piéger Fournier en l'incitant à faire une erreur, à se montrer trop sûr de lui dans un moment de vulnérabilité. La clé résidait dans une série de documents falsifiés qui feraient accuser indirectement le ministre. Poirot prépara le terrain avec une minutie qui était devenue sa marque de fabrique. Quelques jours plus tard, Poirot se présenta à une réception officielle où Fournier devait être présent. Tout était en place. Le détective, en conversation, avec plusieurs autres invités, fit en sorte que le ministre remarque les documents compromis qu'il avait subtilement laissés dans un endroit stratégique. Cela ne tarda pas à attirer l'attention de Fournier. Le ministre, à peine dissimulant son anxiété, s'approcha de Poirot avec un sourire forcé. « Monsieur Poirot, que faites-vous ici? C'est une rencontre des plus inhabituelles pour un détective. » Poirot le regarda avec un regard pénétrant. « Ah, monsieur Fournier, vous êtes un homme de pouvoir et de principe, n'est-ce pas? Mais même les plus grands hommes doivent parfois se confronter à la vérité. Et cette vérité, monsieur, est inévitable. » Les preuves étaient désormais en place, et l'étau se resserrait autour de monsieur Fournier. Mais il restait encore un dernier obstacle: convaincre les autorités de l'implication du ministre dans l'assassinat du comte et les machinations des Aigles Noirs. Une tâche colossale, certes, mais pas impossible pour Hercule Poirot. Le détective savait qu'il avait rassemblé tous les éléments nécessaires pour faire tomber l'homme de pouvoir. La vérité finirait par éclater, peu importe les efforts de l'élite pour la dissimuler. Le dernier acte de cette tragédie se jouait maintenant. Mais une question persistait dans l'esprit de Poirot. Après la chute de Fournier, quel prix les autres membres du réseau devraient-ils payer? Et plus important encore, quel impact cette affaire aurait-elle sur les fondations mêmes de l'ordre politique? Mais pour l'instant, une chose était certaine. L'heure de la vérité avait sonné.